Les écrans sont omniprésents dans nos vies en 2024. Est-ce qu'il y a une réelle façon de les utiliser correctement? Est-ce que c'est possible de les rendre bénéfiques? Est-ce qu'on doit absolument interdire à nos enfants de les utiliser? Est-ce qu'on peut en faire une utilisation adéquate? Sarah Hamel et Julie Parent se sont posées des questions et sont allées vraiment s'informer, se baser sur la science pour nous informer davantage, pour nous inviter à faire des choix plus conscients. Donc, c'est avec elle que j'ai abordé le sujet sensible des écrans aujourd'hui dans La nature de l'enfance. Allô les filles! Allô! Allô! Sarah Hamel, Julie Parent. J'avoue que j'arrive pas souvent pour dire Julie Ortho, parce que c'est comme ça qu'on te connaît. Alors, Julie, orthophoniste, et Sarah Hamel, psychoéducatrice. Pour plusieurs, vous passez de présentation, là. On vous connaît bien sur les réseaux sociaux, vous êtes super présente. Et on aurait pu jaser de mille et une choses ensemble, puis on va se le dire, ça fait déjà plusieurs minutes qu'on jase. On se mentira pas. Sans que ce soit pertinent nécessairement. Non, par exemple. On espère que les prochaines minutes soient plus pertinentes. Alors aujourd'hui, je vous reçois pour qu'on placote du thème des écrans. C'est un sujet qui est omniprésent vraiment dans le quotidien des familles, qui est un tracas pour plusieurs familles. Il y a plein de parents qui se sentent coupables de les utiliser. Il y a des choses là-dedans, dans cette culpabilité-là qui est normale. Puis il y en a d'autres aussi, on veut pas juste se taper sur la tête. Alors, vous avez vraiment étudié le sujet, vous êtes allé le creuser, allez vous appuyer sur des faits, sur du scientifique, vraiment, pour aller trouver cet équilibre-là, pour accompagner les familles d'une manière consciente, mais réaliste. C'est là où on a envie d'aller aujourd'hui. Alors, c'est ça. Hein? Si on se soucie du développement de nos enfants, on va se soucier du temps d'écran puis de l'utilisation des écrans. Cette semaine même, dans les semaines dernières, on entendait là, le pédiatre, Dr. Chiquan, qui faisait une comparaison puis qui nous amenait à se dire que dans quelques années, on va sûrement se dire que ce qu'on est en train de faire avec les écrans actuellement, puis l'exposition qu'on en fait avec nos enfants, c'est la même affaire que ce qu'on a fait avec la cigarette, tu sais. Qu'on va s'ouvrir les yeux dans pas très longtemps en se disant « mais ça a comme pas de bon sens ». De quoi on a si peur? Tu sais? Qu'est-ce qui est si négatif ou quels sont les effets? Et là, je suis très consciente que cette seule question-là pourrait être... épeurante dans ta barouette. Que genre, oui, c'est ça, pour éviter que les gens c'est comme partent en peur puis qu'ils arrêtent l'épisode. On veut juste rassurer que Julie puis moi, on vient pas avec nos chapeaux d'expertes qui viennent dire c'est pas bien ce que vous faites, puis voici, nous, on a la vérité, puis on va vous l'imposer. C'est pas ça du tout. On est consciente qu'on est en 2024, au moment où on enregistre le podcast, puis qu'on est à une ère qui est numérique. Les écrans sont là pour rester. Donc, on trouve ça contre-productif d'avoir un discours alarmant, épeurant, culpabilisant, qui va faire en sorte que, justement, ça va générer plus de crainte et de résistance chez la part des parents. On a la conviction qu'un parent qui est bien informé par rapport au risque va être en mesure de faire des choix éclairés puis de prendre les meilleures décisions pour son enfant, pour sa famille. Fait qu'on veut pas imposer la vérité, c'est vraiment pas ça l'objectif, mais on veut ouvrir une discussion, susciter des réflexions chez les parents par rapport à leur propre utilisation, à quels besoins ça répond dans leur famille, puis comment on peut faire différemment pour optimiser, pour vraiment donner les conditions les plus optimales possibles pour soutenir le développement des enfants. C'est ça. Mieux comprendre pour mieux intervenir. Oui, exactement. Conscient. Oui. Ouais. Fait que, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter en lien avec la comparaison, tu sais, du docteur où on y va? Oui, mais je pense que, tu sais, je comprends, tu sais, puis on en a parlé aussi sur Instagram dans la capsule. C'est une technique d'impact pour que les gens réalisent que c'est un enjeu de santé publique,
qui concerne tout le monde, puis qui a effectivement des incidences, des impacts qui impliquent des risques pour la santé des enfants dans plein de sphères de développement. La santé générale. Oui, c'est ça. Puis à plein d'égards. Fait que c'est pour ça que nous, on trouve ça vraiment important d'informer puis d'expliquer parce que, tu sais, comme on disait, quand on comprend, c'est plus facile après d'être conscient puis de faire des choix qui sont éclairés en fonction des paramètres sur lesquels on veut, puis qu'on a du pouvoir, tu sais, puis sur lesquels on veut avoir le plus d'impact. Fait que je comprends des fois qu'on tombe dans ce discours-là tout ou rien parce que c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience à un moment donné, sauf qu'effectivement que ça peut faire naître des résistances parce que ça a tellement l'air épeurant qu'on peut facilement se dire, ben, tu sais, je vais pas là, ou je reste dans l'évitement, ou alors que nous, c'est vraiment pas ça qu'on veut. C'est comme trop douloureux d'y aller, là, oui. puis de prendre compte, puis on a faire le peur, constat, là. Ouais, c'est d'avoir fait des mauvais choix, ou... Puis nous, on veut vraiment accompagner les parents là-dedans pour que, aussi, dans le cas où il y a certaines habitudes qui soient intégrées, ben ça reste des habitudes. Tu sais, on peut les changer, on peut les modifier, on peut les moduler en fonction de la réalité de chacun, sauf que quand on connaît, quand on est capable, justement, de saisir c'est quoi les impacts que ça a dans notre famille, bien après, on peut choisir mieux nos batailles puis dire, OK, bien dans ces contextes-là, on peut en garder, mais dans ces contextes-là, clairement que ça nous aide pas, alors on va essayer de changer cette habitude-là. Puis moi, je l'aime, l'analogie du docteur Chicoine par rapport à la fumée secondaire parce que je me rappelle, mes parents, quand j'étais petite, ils fumaient dans la maison, même soufflaient pas leur boucane de cigarettes pour volontairement me nuire au niveau de la santé. C'était une pratique qui était commune, qui était courante, qui était normalisée. Puis, ben, c'était fait sans aucune malveillance, mais c'était vraiment une question de connaissance. Puis je pense que c'est la même chose avec les écrans. Il n'y a aucun parent qui met pas de patrouille à son enfant pour lui nuire. Personne fait ça. Ça part toujours d'une bonne intention, mais il y a vraiment une question de connaissance. Donc, c'est vraiment un enjeu de santé publique. C'est nécessaire qu'on diffuse cette information-là. Puis oui, même si elle peut être un peu confrontante parce que, je reviens à ça, il n'y a aucun parent sur la Terre qui veut volontairement nuire à son enfant. Enfin, quand il apprend que peut-être que ce qu'il a fait, c'était pas top, mais c'est normal que ça génère de la culpabilité. Puis ça, on invite les parents à accueillir cette émotion désagréable-là, puis à l'utiliser comme énergie mobilisatrice pour changer leur façon de faire, plutôt que de résister pour pas vivre cette émotion désagréable-là, puis donc rejeter le message. Ça, c'est ce qui nous empêche d'évoluer. Mais c'est ça qui est tellement beau avec l'humain. On est capable d'acquérir des nouvelles connaissances puis d'évoluer. Donc, c'est ce qu'on invite les gens qui vont écouter cet épisode-là à faire, à accueillir cette culpabilité-là, que, tu sais, si les gens ont tendance à être durs envers eux-mêmes puis à taper sa tête, là. Mais sachez que nous autres, on pense pas que vous êtes des mauvais parents, on pense pas que vous en faites pas assez, on pense pas que... Tu sais, on pense rien de négatif. On sait que vous êtes les meilleurs parents du monde entier pour vos enfants, puis on espère vraiment qu'avec ces nouvelles connaissances-là, vous êtes capable de vous regarder aller, de susciter des pistes de réflexion, puis de changer les choses, tout simplement. Puis, tu sais, on parle beaucoup des parents, mais il y a d'autres acteurs qui sont impliqués. Tu sais, que ce soit en milieu de garde, dans les écoles, au plan gouvernemental, les professionnels de la santé. Fait que c'est pour ça aussi qu'on pense que c'est important de démocratiser, de rendre accessible l'information parce que les parents, eux seuls, ont du pouvoir, mais ont quand même un pouvoir limité. Si à l'école, il y en a partout, si dans les milieux de garde, il y en a, si... Tu sais, fait que c'est pour ça que de développer aussi un discours commun, ça va être bénéfique pour tout le monde. Puis, tu sais, même entre amis, des fois, le fait que plus de gens le sachent, bien, plus on peut team up avec nos amis qui, bien, eux l'ont intégré, mais là, vous êtes là ce soir. Fait qu'on va essayer de faire une soirée sans écran pour voir, ça va être le fun, les enfants vont jouer. Fait que c'est un peu ce changement-là qu'on veut voir apparaître progressivement. C'est ça, parce que tu sais, si on pense, mettons, à un jeune de secondaire 1 qui n'a pas de réseaux sociaux, bien, effectivement, que c'est l'extraterrestre de sa cohorte. Mais là, si, collectivement, on change les mentalités, on prend conscience des risques que ça peut apporter, puis qu'il y a plusieurs parents, finalement, qui décident d'encadrer un peu plus ça, puis d'attendre le plus longtemps possible avant de donner accès aux médias sociaux à leurs enfants, bien, ils ne seront plus des extraterrestres outsiders qui sont différents des autres, puis
qui sont en train de manquer le bateau puis qui manquent toutes les affaires cool qui se passent sur Snapchat, tu sais. Le but, c'est de ne pas démoniser, mais de ne pas se mettre la tête dans le sable. Fait que vous trouvez l'équilibre là-dedans. C'est ça. Fait que, tu sais, si on en revient, mettons, à des notions qui sont comme reconnues. On l'entend de plus en plus, là, le 0-2 ans. C'est le 0-2, on l'entend que comme idéalement, ça serait 0 écran. Ouais. Est-ce qu'il y a une explication, tu sais, que vous avez envie de mettre vraiment plus de l'avant pour appuyer cette notion-là du 0-2, idéalement sans écran? Bien, il y a plusieurs raisons qui justifient cette recommandation-là, parce qu'entre 0 et 2 ans, d'abord, le cerveau est super sensible pour la création de connexions, notamment pour l'interaction par enfant, le langage, la communication, l'attachement. Puis l'écran, ce que ça fait à cet âge-là, c'est que ça coupe les opportunités d'apprendre. Parce que l'enfant va apprendre avec ses sens, en explorant, en bougeant dans l'espace, en interagissant avec des figures d'attachement importantes. Alors, finalement, l'écran, ça fait juste mettre un genre de... Il est comme sur freeze, il est comme sur pause dans son développement. Fait que c'est des opportunités, des occasions qu'on manque pour l'enfant de se développer à un moment où c'est crucial, puis c'est une étape qui est charnière pour lui au plan neurologique. Puis aussi le fait que avant 3 ans, l'enfant comprend pas nécessairement ce qu'il voit à l'écran, puis il peut pas transposer ce qu'il voit en 2D à la réalité qu'il connaît en 3D. Fait que les apprentissages sont pas efficaces, tout simplement, parce qu'il comprend pas. Son cerveau est pas rendu là. Puis il y a aussi la question que, tu sais, de l'exposition indirecte, de la télévision en arrière-plan, qui compte, tu sais, ça, il faut le dire, ça compte comme un écran. Fait que si nous, on écoute les nouvelles en arrière... ou même qu'on laisse la télé pas fort ou sans son, ça peut interférer avec le jeu de l'enfant. Puis on le sait, le jeu, c'est une autre modalité d'apprentissage qui est prioritaire pour l'enfant, tu sais. Fait que le fait ça va mobiliser une partie de son attention, ça va interrompre son jeu, comme ça va interrompre aussi, comme ça va rendre moins disponible aux apprentissages. Puis la même chose pour l'adulte. L'écran peut interférer, encore une fois, dans l'interaction parent-enfant. Fait que ces 2 années-là, tu sais, on veut pas être rigide, mais on sait que c'est super important qu'il y en ait le moins possible ou pas quand c'est possible, tu sais. Ouais. OK. Puis après ça, si on a-tu d'autres recommandations par âge qui sont comme primordiales ou vraiment plus importantes? Le 0-2 est comme crucial. Après ça, le temps d'écran c'est jusqu'à 5? Oui, entre 2 puis 5, c'est 1 heure par jour. OK. Puis entre 6... Après 6, si c'est plus, c'est 2 heures. OK. Puis à ce moment-là, on priorise quoi? T'sais, l'écran va nous enlever quoi qu'on devrait prioriser? Je pense que c'est Sarah là, qui est comme plus. On est plus. C'est ça. T'sais, dans le fond, ce qui est important de comprendre, c'est que Julie l'a nommé, mais le jeu, puis le jeu libre, à l'occurrence, c'est le jeu libre qui est le plus important dans le développement de l'enfant. Ça a été énormément étudié, ça. C'est appuyé par plein d'études. Le jeu libre. Donc, pas le jeu structuré. Même des fois, on va penser que pour qu'un enfant apprenne, il faut qu'il y ait un objectif d'apprentissage derrière, il faut que ça soit structuré par l'adulte, qu'il y ait des règles. Ben non! Le jeu libre, là, qu'on lâche l'enfant lousse dans la boîte, il n'y a rien de mieux que ça. Puis ben, ça a été documenté aussi que dans les dernières générations, on a perdu énormément de temps de jeu. Puis on le voit avec nos enfants d'âge scolaire surtout. Ouais. Parce que c'est pas si pire. Les enfants qui fréquentent des milieux de garde éducatifs, qui ont un programme éducatif, ben eux autres, généralement, ils jouent. À la garderie, au CPE, ils jouent. Mais une fois que l'enfant rentre à l'école, bien souvent, il va passer sa journée à un pupitre, à écouter puis à apprendre par le biais d'activités plus papier-crayon. Et puis même, on le voit, moi personnellement, je le vois dans plein de mes suivis, des enfants qui ont des comportements qui sont à réprimander, mettons, ben ils vont se faire priver de récré. Fait que des enfants, ils vont se retrouver à
avoir vraiment pas beaucoup d'occasions de jouer. Puis là, ben ils reviennent à l'école avec leur journée dans le corps, ils ont besoin de décharger, ils ont besoin, tu sais, d'évacuer cette surcharge-là qui est soit sensorielle, soit affective. Puis bien souvent, parce que ça fait plus notre affaire comme parents, parce que nous, on a besoin de préparer le souper, de défaire le lave-vaisselle, patati patata, bien on va mettre une petite émission à notre enfant en ayant l'impression que là, à ce moment-là, l'enfant va se décharger, va se reposer, va faire un reset dans son système nerveux, qui est une fausse croyance, on y reviendra. Mais bref, si on regarde l'horaire d'un enfant d'âge scolaire, ben il n'y a pas grand place au jeu dans sa journée. Parce que après sa petite émission, ben souvent, ben c'est le souper, puis après ça, on enchaîne avec la routine de soir, puis go, on se dépêche, parce que, qu'est-ce que tu veux, je te dis, il faut qu'il se couche pour être en forme pour le lendemain. Puis, bref, ça fait en sorte que le jeu a beaucoup perdu sa place. Puis c'est ça qui est le plus crucial. C'est ça qui est le plus important de tout. Qu'on pense aux apprentissages, qu'on pense à la décharge des émotions, la mouvance des émotions. Tu sais, si on s'intéresse au plan académique, bien, ça reste super important. Puis si on s'intéresse à leur santé affective, c'est crucial. Mais malheureusement, l'écran va venir gruger du temps de jeu qui est déjà déficitaire. Ouais, c'est ça qui est le problème, c'est qu'un est venu remplacer l'autre. C'est là où ça cause le plus de problèmes en soi. Là. C'est ça. Ouais. Puis tu allais le nommer. Dans le fond, on pourrait aller là tout de suite éclaircir certains points, là, comme il y en a qui pensent que les enfants sont concentrés quand ils sont devant l'écran. Est-ce que nos enfants sont concentrés devant l'écran, Julie? Mais en fait, on a l'impression que oui, tu sais, puis on l'entend souvent. Il est capable de se concentrer, on le voit quand il y a une émission, mais c'est plus ce qu'on appelle la fascination passive. Parce que à l'écran, puis encore une fois, dépendamment du type de contenu, de l'âge de l'enfant, c'est des variables qui vont avoir une incidence. Mais il y a tellement de stimulation pour le cerveau de l'enfant qui va juste être complètement obnubilé par ce qui se passe. Puis c'est facile de le voir aussi chez les enfants, ils deviennent les yeux ronds, quasiment la bouche ouverte, puis c'est difficile justement d'interagir avec eux dans ces moments-là parce que ça les absorbe complètement. Ouais. Puis, ou sinon que le temps d'écran les calme. Parce que ça, c'est classique. Puis moi, je me souviens quand mon neveu était tout petit, là, puis qui passait du temps j'habitais chez mes parents dans ce temps-là, ben avant le dodo, il écoutait sa petite émission. Puis, tu sais, même dans ce temps-là, je sais pas si ça existe encore, parce que là, moi, j'ai plus le câble, là, mais il y avait un poste, là, ça s'appelait Youpa, puis il y avait une émission de dodo. Ah oui, OK. Fait que, tu sais, on parle c'est un problème de système aussi, tantôt. Oui, là. Ça induit en erreur de penser que je vais écouter l'émission de dodo parce que ça fait partie de la routine de dodo, puis ça va aider mon enfant à se calmer, puis à donc transiter vers la période de repos plus facilement. Mais bref, tu sais, si je pense au classique, je mets mon enfant devant la télé pour qu'il se décharge de sa journée. Faut le voir plus comme peser sur pause sur le système de l'enfant, le système nerveux de l'enfant. Ça le décharge pas. Puis au contraire, c'est une source de stimulation. Ça bombarde le petit système nerveux de l'enfant. Plus à décharger après. On repousse le problème. On pèle par en avant. Oui, c'est ça. OK, exact. Puis, aurais-tu quelque chose à suggérer à la place? C'est qu'est-ce qui décharge pour vrai? Il y a tellement de choses qui déchargent pour vrai. Mais premièrement, encore une fois, super facile, mais le jeu libre, de laisser l'enfant pouvoir accéder au jeu. Puis, tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué. On n'a pas besoin, nous, là, de planifier quelque chose. C'est sûr que souvent, à ce moment-là, c'est un moment qui est tricky pour les parents parce que l'enfant ne nous a pas vus de la journée. Il est en grande demande. Il va être en poursuite de notre attention, ce qui est tout à fait normal. Sauf que nous, on a un autre agenda. Nous, notre objectif, c'est d'enclencher notre routine pour que tout le monde se couche à l'heure pour qu'on puisse avoir notre moment. On doit faire le souper, puis bref. Fait que des fois, c'est notre besoin puis le besoin de notre enfant, il est pas compatible. C'est ça. Fait que moi,
comme maman, là, ce que j'aime vraiment faire, c'est d'inviter ma fille à s'installer à l'îlot pendant que je fais le souper. Elle n'a pas besoin de m'aider, tu sais, parce que des fois, des parents vont dire « Ouais, mais là, ça reste parce que je suis en train de couper du poulet cru, là. Je veux pas que mon enfant se prenne des grosses pelletées de salmonelle, puis je les comprends. » On essaie d'éviter. Mais, oui. Mais, tu sais, il y a un bol avec de l'eau de vaisselle mousseuse, ou juste d'inviter l'enfant à venir avec ses jouets, sortir de la pâte à modeler, peu importe. Moi, des fois, là, je sors les ciseaux, puis elle coupe les retailles de pleurs de concombre. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais c'est de comprendre que l'enfant, à ce moment-là, tout ce qu'il a besoin, c'est d'être en connexion, en interaction. Puis quand je la mets devant une petite émission, bien oui, ça marche, mais ça compte pas plus son besoin. Son besoin d'attention, là, elle va l'avoir quand même à un moment donné, là. Oui, elle va venir le rechercher quand même. C'est sûr. Fait que, tu sais, de faire des interventions marquées par la connexion, d'inviter l'enfant à jouer à proximité de nous autres, d'aller jouer dehors, de bouger son corps, ça, tu sais, c'est pour répondre à ta question de qu'est-ce qui décharge, là. Bouger notre corps, ça décharge. De faire des activités proprioceptives, écraser des affaires, pousser des affaires, tirer des affaires, soulever des affaires, ça, là. Ça, c'est extrêmement satisfaisant. Fait que tout ce qui est pâte à modeler ou même, tu sais, du jeu grimper, c'est très proprioceptif. Toutes ces affaires-là qui vont faire en sorte que l'enfant va sentir son corps. Ça, c'est documenté par la revue scientifique, les activités proprioceptives. Ça calme le système nerveux. Pour de vrai, pas les écrans. Non, c'est ça. Puis il y a des enfants qui en ont besoin plus que d'autres. Absolument. Tu sais, quand on passe à nos petits hypersensibles ou sensory seekers, qui ont ce besoin-là pour pouvoir après... être disponible au sommeil, tout simplement. Fait que c'est un investissement. Ben oui. Tu sais, même à trouver un petit moment dans la routine, un 15-20 minutes qu'on va jouer au parc, qu'on arrête au parc en passant, ou qu'on joue dehors, ou qu'on on joue dans la cour, c'est un investissement pour que toute la soirée tout le reste soit va plus douce, plus calme, plus fluide, plus harmonieuse aussi. Oui, absolument. Puis tu sais, quand on comprend bien, le jeu, en plus, c'est tellement bénéfique parce que le jeu libre, c'est vraiment ce qui émerge de l'enfant. Fait qu'en plus, il a tendance à aller chercher ce dont il a besoin. Naturellement. Et instinctivement, il va aller répondre à son besoin. Puis de rendre l'environnement favorable à ça aussi. Tu sais, nous, comme la salle de jeu est quasiment en rentrant, il y a une pièce avec tous ses jouets. Tout de suite, quand on arrive, soit de la garderie, soit de n'importe quelle activité, peu importe le moment de la semaine, c'est là qu'il va. Puis il s'installe, puis il va jouer tout seul, tu sais. Fait qu'on voit que ça répond vraiment à un besoin, puis que pour lui, c'est son safe space, tu sais. Ouais, c'est génial, ça. Puis si... parce qu'on a commencé comme ça quand même en disant que vous n'aviez pas envie non plus de démoniser uniquement les écrans. Est-ce qu'il y a une possibilité de l'utiliser en nourrissant quand même l'attachement, en faisant attention à comment le... Oui, c'est ça. Puis peut-être tu pourras, Julie, préciser plus par rapport au type de contenu patati patata. Mais moi, j'ai envie de parler du fait que les écrans, ça peut être une manière d'intégrer des rituels dans notre quotidien. Tu sais, depuis la laïcisation de notre société, là, on n'a plus beaucoup de rituels, de rites, tu sais, des moments de rassembleurs. Je me souviens, quand j'étais petite, là, tout le monde écoutait La Petite Vie le lundi soir, puis on l'écoutait tout le monde ensemble. On avait une télé, puis tout le monde était rassemblé. Puis pendant les annonces, on parlait de La Petite Vie. On parlait de ce qu'on venait de voir. Tandis que maintenant, ben c'est ça, là, chacun a son appareil. Puis si, même des fois, on écoute une émission, puis il y en a un qui est sur son cell en train de faire d'autres choses. Ça, là, on n'est plus dans la connexion. OK? Mais il y a moyen, justement, si on se choisit un petit film, une petite émission, tout le monde ensemble, qu'on sort nos doudous, qu'on se fait notre popcorn, puis qu'on s'installe, puis qu'après ça, on en parle, puis qu'on fait du pouce sur qu'est-ce qu'on a vu, qu'on se raconte l'histoire, qu'on raconte l'histoire qu'on a vue à mamie. Tu sais, là, ça devient vraiment, vraiment intéressant. Puis le cinéma, la télé, c'est de la culture. Ouais. C'est de la culture. Fait que c'est un type de divertissement aussi, là. Ben, exactement. Un peu comme les chips puis les bonbons, c'est pas super nutritif, mais c'est quand même amusant, c'est délicieux. Donc, ça apporte quelque chose dans notre alimentation. Ça répond pas aux mêmes besoins, mais c'est... Fait que les écrans, ben c'est le parallèle que je fais dans mon livre, dans mon tome 2. Je dis que, ben c'est
ça a beau être très pauvre en termes développementaux, là, comme apport, ça apporte absolument rien au niveau développemental, mais par contre, c'est amusant, c'est divertissant. Donc, ça peut avoir sa place en modération, comme les chips puis les bonbons. Ouais. Oui, puis tu sais, avec l'exemple des chips puis des bonbons aussi, il y a ça qu'on emmène si on met une totale limite. Ça devient encore plus attrayant aussi, là, quand c'est super rigide. Là, ils vont, en général, les enfants ont tendance à être encore plus curieux, à le demander encore plus, là, à moins de réussir à offrir un environnement où ils seraient zéro exposés. À un moment donné, là, ça vient pas. Mais sinon, sinon, ils risquent de le demander encore plus. Ben oui, puis où on le voit que ça peut avoir un impact délétère sur la relation de confiance avec le parent. Si je suis pas curieuse par rapport aux intérêts de mon enfant, si mon enfant il s'intéresse à TikTok ou à Snapchat ou il regarde des vidéos sur YouTube, puis si je suis toujours en train de dire « Oh, c'est niaiseux ce que tu écoutes là. Oui, alors tu regardes du monde qui déballe des affaires, c'est tellement plate, tellement cave. » Ben, il n'aura pas envie de partager ce moment-là avec moi. Puis peut-être même qu'il va finir par avoir un peu honte de ses intérêts-là par rapport à moi, puis qu'il va préférer aller les écouter tout seul dans sa chambre. Donc là, déjà là, je suis en train de créer un fossé relationnel avec mon enfant. Puis peut-être, tu sais, si même que je suis catégorique, puis je dis ça, je veux pas que tu écoutes ça, c'est pas bon, c'est stupide, je compte ça, bien, il y a des fortes chances pour qu'il ait quand même envie d'en consommer, mais qu'il le fasse en cachette. Puis là, s'il fait ça, consommer ces affaires-là en cachette, là, j'ai plus le contrôle, moi, sur à quoi il est exposé. S'il tombe sur du contenu inadéquat, je pourrais pas rattraper ça. Fait que c'est important, je trouve, qu'on ait cette relation-là d'ouverture, de curiosité par rapport aux écrans, par rapport au contenu qui est consommé, justement pour pouvoir protéger nos enfants s'ils tombent sur des affaires qui sont inadéquates ou inappropriées par rapport à leur stade développemental. Puis c'est la meilleure façon aussi, tu sais, la coécoute, c'est la meilleure façon de pouvoir réinvestir. Ouais. Puis ça donne lieu à des apprentissages. Parce que quand les écrans sont introduits un peu plus tard dans le développement, puis qu'on choisit un contenu plus éducatif ou de plus grande qualité. Puis encore une fois, le fait de l'écouter avec eux, c'est ça, parce que quand tu parles de co-écoute, c'est ça, c'est qu'on s'assoit avec lui puis qu'on partage le moment. Là, qu'on peut en parler, qu'on peut commenter, qu'on peut poser des questions ou préciser des perceptions ou la compréhension de notre enfant. Puis après, c'est intéressant parce qu'on peut le réinvestir. Puis ça peut nourrir le vocabulaire de l'enfant, ça peut nourrir l'imaginaire aussi. Il y a des personnages qui sont le fun, qui sont drôles à imiter, puis on peut les réinvestir après dans la routine. Puis, justement, ce réinvestissement-là, quand on voit des nouveaux concepts, par exemple, puis que là, on peut généraliser à d'autres contextes. T'sais, on l'a vu dans une émission, mais on peut en parler la fin de semaine quand on est dans une sortie, puis que ça nous fait penser à... Fait que oui, ça peut devenir des contextes d'apprentissage, mais le plus possible, on l'introduit un peu plus tard dans le développement ou quand l'enfant a des ressources pour le faire. Tu sais, parce que quand l'enfant parle, bien déjà, c'est plus intéressant parce qu'on peut avoir un échange, on connaît un peu le vocabulaire qu'il connaît, fait qu'on peut ajouter des dimensions, des notions, expliquer, puis après, ben le contenu de qualité, tu sais, un contenu qui s'apparente le plus possible au rythme de la vie de tous les jours, à des scénarios sociaux, des problèmes que les humains vivent, parce qu'après, ben ça peut aider l'enfant aussi dans la résolution de conflits, dans la compréhension des émotions. Ouais. Fait que plus ça ressemble à la vraie vie, souvent mieux c'est. Ça devient comme des exemples de situations qui peut-être pourra vivre un jour ou aura vécu. Puis on peut les utiliser. Tu te souviens quand Passe-Partout s'était chicané avec Passe-Montagne, elle avait de la peine ou elle était fâchée. Fait que ça nous donne aussi des outils pour pouvoir réinvestir. Puis, c'est pour ça que Passe-Partout, c'est le fun parce que on a un humain qui parle à la caméra, qui parle à l'enfant. Donc déjà, ça mime un peu une interaction qui est naturelle, qui est représentative de la vraie vie, un rythme qui est adapté aussi au niveau de l'enfant. Puis ça, on le voit tout de suite. Tu sais, quand on écoute le contenu avec notre enfant, on le voit quand ça va trop vite, on le voit quand les énoncés sont trop complexes ou quand c'est au contraire pauvre. Tu sais, dans le temps, quand on avait les Teletubbies puis qu'ils disent... Ils disent rien pantoute. Fait que c'est ça, tu peux rien apprendre d'un contexte comme ça. Fait qu'il y a quand même différentes qualités ou de les contenu. Mignons. Les mignons. Oui, ils ont comme un jargon. C'est ça, il n'y a pas du tout de...
vocabulaire là-dedans. Au niveau du langage, ça se passe pas. Puis la pire affaire, c'est quand... Tu sais, genre, les bagnoles Flash McQueen, c'est ça, hein? Quand ça va vite, quand il y a des flashs, quand les scènes changent super rapidement, que ça clignote ou qu'il y a des flashs de lumière, là, ça, c'est vraiment surchargeant pour l'enfant. Puis il peut pas transposer pantoute. Non, il peut pas transposer. Fait que ça, c'est le contenu à éviter. Puis finalement, le contenu à choisir, ça serait plus type, justement, passe-partout ou quand ça se rapproche plus de la vraie vie. C'est ça. Si on se demande, est-ce qu'il y a une possibilité que les écrans soient bénéfiques? Mais là, à ce moment-là, c'est en prenant en compte les critères que tu es en train de nous nommer. Exact. Là. Puis, tu sais, c'est sûr que ça dépassera jamais l'interaction ou le jeu. Tu sais, jamais. Fait qu'on peut pas s'attendre à ce que... Tu sais, moi, je pense qu'il faut pas le faire comme une activité éducative, mais on se dit, ben tant qu'à le faire, si on en a besoin, ou si on a le goût, ou si ça peut répondre à des besoins par moment, ben il y a des contenus qui sont meilleurs que d'autres. L'idéal, c'est qu'on soit là. Mais si on n'est pas là, ben au moins, c'est un contenu qui est potentiellement éducatif, tu sais. Oui, parce qu'on va le dire, là, tu sais, on est des mamans. Moi, là, ça arrive des fois que si je veux m'entraîner... La seule façon que je réussisse à m'entraîner pendant 1h30, ben c'est d'y mettre un petit programme, là. Pas pendant 1h30 qu'elle va être devant la télé. Je vais avoir essayé plein de stratégies. Je vais avoir sorti de la boîte de bricolage. Je vais l'avoir invitée à venir avec moi. Moi, ça donne que mon gym puis ma salle de jeu sont dans le solarium, dans la même pièce. Fait que on est à proximité. Fait que c'est quand même pas pire au niveau environnement, là. On a bien structuré ça. Mais des fois, si je veux vraiment m'entraîner longtemps, là, parce que là, je veux faire mon programme au complet, là, ben ça se peut, là, que c'est soit que je vais dire, bon, ben de la chenoute, je vais m'entraîner moins longtemps aujourd'hui, ou si vraiment je veux le faire, ben que je vais utiliser un petit coup de pouce de mon ami la télé ou whatever, tu sais. Puis je le fais de manière consciente. Quand je le fais, ben je suis pas en train de me taper dessus, en train de dire que je suis en train de ruiner mon enfant, puis je suis pas non plus en train de me dire, ben c'est pas grave, tu sais, je minimise pas. C'est trouver cet équilibre-là, puis de savoir que quand tu lui mets... T'es pas en train de lui mettre une émission éducative qui va l'aider dans son développement. Exact. Non. C'est là, ça m'aide, je réponds à mon besoin. Ça donne un coup de pouce, ça la divertit et on est conscient que ça apporte rien de plus. C'est ça. Exact. Puis après, on peut compenser. Oui. Tu sais, soit en allant jouer dehors, soit en lisant des livres, en faisant des activités qu'on sait qui sont vraiment bénéfiques pour les enfants. Exact, c'est ça. C'est sûr qu'après cette période-là, je dis, bon, on va fermer la télé puis on va faire autre chose. Là. Tu sais, je vais la diriger vers autre chose. Puis une fois que je retrouve ma disponibilité pour elle, bien évidemment, là, que c'est tellement plus facile, hein, quand on est connecté à notre enfant, de lui faire une autre activité que ça. Fait que... Ouais. Puis pour moi, je l'utilise pour les transitions, là. Parce que, comme vous, j'ai un enfant qui est très sensible. Puis il y a des choses comme brossage de dents ou l'habillage, changement de couche. Des fois, c'est vraiment difficile, dépendamment de sa disponibilité émotionnelle, de ce qu'on a vécu dans la semaine, du timing aussi. Puis des fois, on n'a pas le choix. Puis il faut le faire. Et je me dis, tant qu'à le faire, des fois, ça a l'air souffrant, là, se brosser les dents. Fait que tant qu'à le faire souffrir ou qu'il y ait des caries, on met une petite chanson qu'on va chanter ensemble. Puis ça peut devenir éducatif au sens où, la chanson, justement, on va la réinvestir. Ou, tu sais, comme la chanson de On passe partout, le chat, là. Après ça, on s'étire, puis c'est le matin, puis ça devient une partie du rituel matinal aussi qui peut le préparer à la transition. C'est comme si tu le fais tellement consciemment que tu atténues un peu les effets négatifs de l'utilisation des écrans parce que tu vas avoir choisi ce à quoi tu l'exposes, le temps auquel tu l'exposes, puis tu réinvestis après, puis même pendant son temps d'écran, tu es avec lui, puis tu es connecté avec lui. T'sais. Dans le fond, ce qui est... je sais pas comment, je veux le dire, mais pas le dramatiser, mais en même temps, ce qui est le pire, c'est quand ils sont seuls devant l'écran, omnubilés, puis que nous, ou certains parents, ou certains intervenants ont l'impression que ça les calme, puis qu'ils sont concentrés. C'est comme c'est ce message-là qu'il faut aller déconstruire. C'est pas juste de diaboliser les écrans en général, mais juste être conscient qu'il y a une pire utilisation, puis il y a une moins pire utilisation, tu sais. Les chansons, on n'en a pas parlé, mais les chansons, c'est super le fun, tu sais, parce que ça soutient aussi le développement, puis la musique, ça peut être une façon de décharger aussi. Fait
quand on sait pas quel contenu choisir, ben ça va toujours être bon de choisir des petites chansonnettes, puis de les chanter, puis de les rechanter. Puis dans l'auto, c'est le fun aussi. Fait que, tu sais, de le voir dans une dimension vraiment plus globale. Puis d'aller renourrir ou d'aller refaire un lien après. On en jasait tantôt, puis je te donnais l'exemple. Le mien, mon coco, il a écouté Simon Lapin, là, tu sais, c'est comme une petite émission, c'est doux, c'est vraiment des dessins comme tracés à la main pratiquement. Puis, on a refait les petits personnages. Fait que ça aussi, tu sais, parce que des fois, le moment de transition, le moment de fermer, le délai peut être difficile. Fait que moi, ça avait été mon outil. On avait recréé les petits personnages, puis quand on terminait notre petit 10 minutes de l'épisode, que ça durait à peu près ça, là, il me semble 10-12 minutes, on fermait et on allait jouer à Simon Lapin. Puis là, on réutilisait les histoires où on en inventait d'autres, puis tout ça. Donc là, on sortait, justement, je pense que ça pourrait être une bonne utilisation du 2D qui là, il était dans sa vraie vie, puis on utilisait, on inventait, le langage était stimulé, tu sais. Fait que oui, il y a eu son temps d'écran, mais on est allé comme le ressortir puis l'enrichir un peu, là, au final, là. Fait que... Puis en même temps, on est conscient que l'écran remplacera jamais l'expérience en vrai. Mais c'est ça, c'est que ça peut nourrir notre imaginaire, ça peut inspirer les parents aussi, tu sais. C'est pas tous les parents qu'au moment où ils deviennent parents, ils ont un répertoire de comptines en plus finir. Il y en a bien, là, qui... Moi, j'ai travaillé en CPE, ma mère était éducatrice. Moi, je suis un jukebox de tout d'enfants. Mais mon chum, pas pantoute. Fait que c'était intéressant pour lui, justement, d'aller voir sur YouTube des petites chansons pour enfants, puis de voir c'est quelles qui étaient plus catchy, que ma fille aimait plus, puis il pouvait les réutiliser par après. Ça, c'est le fun. Ah oui. Wow. Puis, tu sais, on parle d'imaginaire, on parle de rituels. Nous, tu sais, moi, je me souviens dans l'enfance des émissions que j'aimais ou qui stimulaient mon imaginaire ou qui me faisaient peur ou qui me faisaient vivre des émotions. Fait que, tu sais, on le sait que ça peut être le fun. Puis c'est le fun de partager ça avec nos enfants aussi. Tu sais, comme nous. Tu connaissais ça, toi, Émilie Majemont? Oui. Ouais. Mais ça, je l'ai réécouté avec Auguste. Puis juste, je suis tellement contente de partager ça avec lui, là. Il trouve ça épeurant un peu. Par moment. Ouais. Là, je me souviens pas. Tu sais, le loup, il mange vraiment les cochons, là. Tu comprends? Tu te souviens pas de Barbe Bleue? Barbe Bleue, c'était vraiment épeurant. Je t'en souviens pas tant que ça. Que j'écoutais ça, mais je pourrais pas... Comme... les détails. Moi, je me souviens encore des chansons par cœur. Ça m'a vraiment marqué, là. Ouais, en tout cas. Mais non, mais c'est ce que tu viens de nommer comme exemple, c'est d'avoir juste un temps d'arrêt pour voir est-ce que l'écran est en train de remplacer un moment ou on est en train de créer des rituels qui vont devenir des souvenirs. Je pense pas qu'il y ait énormément de nos souvenirs qui soient liés aux écrans, mais ça se peut que tu aies eu une émission ou un moment qui est comme, tu sais, si le vendredi, c'est le moment film, ça se peut que pendant longtemps, tu as aimé ton vendredi après-midi parce que c'était là le film en famille ou le, tu sais. Fait que, tu sais, d'aller voir est-ce que l'écran est juste en train de pallier à des moments où je suis plus capable de gérer ou on est en train de créer quelque chose de beau autour de ça, puis qu'on le réinvestit, puis qu'on l'utilise comme en 2024, parce qu'il y en a partout. C'est ça. Puis en étant conscient de toutes ces choses-là, puis des effets, parce que les effets sont plus négatifs que positifs, même si on est conscient et qu'on fait attention. Donc, c'est comme à nous, en fait, de tourner ça pour les rendre plus positifs. Mais à la base, les effets, ils sont pas bons. Là, on va se le dire, c'est de même. Là. Est-ce que alors, ça a sa place dans le milieu scolaire. On va-tu là? Ça allait bien, là. Ça allait bien. Le monde nous aimait, là. C'est une grosse question parce que là, on a l'impression qu'il faut donner de plus en plus de place aux écrans. Puis, tu sais, c'est dans les livres de Catherine Lécuyer que je suis certaine, en tout cas, je sais que toi, tu les as lus, là. Elle donne l'exemple, là, tu sais, on a l'impression en ce moment qu'il faut avoir tout utilisé parce que plus tard, ils vont être confrontés à ça. Mais elle donne l'exemple. C'est comme si nous, il avait fallu qu'on utilise l'espèce de vieux Motorola épais qui avait l'air d'une brique avec une antenne pour comprendre comment nos cellulaires fonctionnent maintenant. S'il y a juste pas de lien. C'est tellement convivial de toute façon. C'est ça. Je veux dire, ils sont faits pour qu'on... C'est ça, c'est créé pour que ce soit facile à utiliser pour un enfant de 2 ans, là. Je veux dire... Les enfants qui ont ça dans leurs mains, ils savent exactement quoi faire avec leurs doigts, là. C'est super intuitif. Ils sont meilleurs que leurs grands-parents, c'est ça. Ouais.
Puis c'est là où l'analogie encore de la cigarette, c'est qu'on disait, bien, on connaissait pas trop les effets parce qu'on manquait d'informations. Puis on s'est dit, bien, étant donné que c'est partout, on va les utiliser parce qu'on peut avoir des bénéfices secondaires à les utiliser, parce qu'on pense que ça motive les enfants, parce que ça les prépare à être capables de les utiliser, à faire face au monde du travail. Alors que le problème, c'est justement de les avoir universalisés sans tenir compte qu'il n'y avait aucun effet positif documenté. Il n'y en a pas pour les apprentissages, puis même pas pour la motivation. Alors qu'il y en a, si on regarde le modèle d'école finlandaise, que ça se passe dehors, que c'est par le jeu, par l'expérience. Là, on en voit des effets positifs, là, très, 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 très bien documentés par la science. Fait que c'est ça. Puis les effets, on le sait, quand on continue d'avancer en âge aussi, à l'âge scolaire, il y en a plein des effets qui peuvent être négatifs ou des risques qui peuvent être inhérents à cette utilisation-là. Puis là, on parle beaucoup du développement neurologique de l'enfant, mais il y a toute la sphère santé mentale, socio-affective, émotionnelle, que là, ça devient des enjeux qui sont plus complexes. Puis c'est bien démontré aussi dans la littérature que l'exposition qu'on va donner, à laquelle nos enfants vont avoir droit quand ils vont être petits, va sûrement les suivre toute leur vie. Ah oui, OK. Fait que c'est une habitude qu'on crée, puis que c'est beaucoup plus difficile de rentrer la porte à dents dans le tube que de la sortir. Fait que c'est pour ça que c'est important de réfléchir, tu sais, est-ce qu'on leur donne un cellulaire? Est-ce qu'on l'ancre dans notre routine quotidienne dès maintenant? Parce que c'est des habitudes, puis tu sais, la dépendance, on n'en parle pas, mais ça fait partie du fait que ça devient une habitude qui est difficile après à désinstaller puis à déconstruire. Puis là, quand les problèmes se présentent, plus tard, à l'adolescence, c'est encore plus difficile. Alors que si on agit le plus tôt possible, en connaissance de cause, ben ça devient de la prévention, tu sais, pour notre enfant puis pour notre famille aussi. Ah oui, vraiment. Fait qu'on... En Europe, ils sont revenus sur leur décision dans le milieu scolaire, là, tu sais, c'était rentré de plus en plus, puis là, ils les ont retirés. Puis eux-mêmes, ils les intègrent plus vers 3 ans. Oui, ça fait longtemps que les enfants rentrent à l'école à 3 ans. 3 ans. C'est ça. Ah, OK, oui. Même l'écran, c'est genre... Oui, ils sont plus stricts que nous autres. Okay. Ah oui, hein, nous, c'est le 0,2, puis eux, c'est 0,3, comme qui est valorisé de 0 écran. Bien, nos normes canadiennes ont été assouplies là, dernièrement. Avant, ils étaient plus stricts. Mais ils les ont assouplies justement parce que, d'après moi, ça créait beaucoup de résistance chez les parents. Hein? Puis ça faisait encore... Bien, on a beau avoir tous les arguments les plus rationnels puis les plus logiques du monde, si le parent il est résistant, qui déclenche ses défenses, ça fait effet d'une armure. Puis notre argument va rebondir sur son armure, ça rentrera pas. Fait que l'idée d'assouplir ça, c'était justement d'un petit peu dédramatiser, de déculpabiliser, de faire moins peur aux parents pour être capable de faire plus de sensibilisation. Parce que les études démontrent que de toute façon, les normes dans la majorité des foyers, tu sais, je pense que c'est 60% sont pas respectés. Ouais. C'est quand même quelque chose. Tu sais, ce que tu viens de nommer là, c'est qu'on assouplit des normes parce que les parents sont pas ouverts de les entendre, mais c'est au profit du bien-être ou du sain développement de l'enfant. Ouais. C'est quand même quelque chose. Mais il y a une affaire qui est encourageante, par exemple, c'est qu'il y a des études qui ont démontré que la sensibilisation, comme ce qu'on est en train de faire là, ça a un réel impact sur le temps d'écran. Okay. Ça a été documenté. Là, la durée d'exposition aux écrans était significativement réduite quand il y avait de la... Oui, c'est ça, quand il y avait de la sensibilisation. Dans le fond, c'est ça, c'est que la norme, elle vient juste te confronter, puis comme moi, je suis pas capable de respecter ça, fait que je me ferme, je veux rien savoir de plus. C'est pour ça que je dis, puis moi, on a décidé de faire du contenu par rapport à ça, de créer un atelier, parce qu'on veut pas juste dire au monde, c'est vraiment mauvais, faites attention à ça, non, puis après ça, les sacrés, les lâches lousses dans la nature, pas de solution. Organisez-vous à cette heure. C'est pour ça qu'on est comme, on est des mamans, puis on comprend là, qu'il y a une réalité qui vient avec ça. Puis je pense que les parents, ils ont besoin d'être inspirés un petit peu concrètement de qu'est-ce que je pourrais avoir comme alternative d'abord, dépendamment du besoin auquel répondent les écrans. Je pense que c'est ça, la première affaire que les parents doivent faire s'ils veulent modifier leurs habitudes, c'est de se demander à quel besoin ça répond. Oui. Est-ce que c'est le nôtre en partant? Oui, c'est ça, exactement. Parce que ça se peut que ça soit ça. Ouais. C'est parce correct, que dépendamment du besoin, la solution ne sera pas la même. Fait que c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça le point de départ. Puis
je l'ai dit au début, je leur ai dit, moi, je fais confiance que les parents sont bien intentionnés, là. Et que s'ils font cet exercice-là de réflexion, de se demander à quoi ça leur sert les écrans, ils vont eux-mêmes être capables de trouver leurs propres alternatives, puis ce qui va plus coller à leur réalité, à leurs couleurs, à leurs besoins. Ben oui, puis tu sais, tu viens comme de revenir à ce que tu disais au début, puis une des premières choses qu'on a nommées au début, c'est mieux comprendre pour mieux intervenir, pour pouvoir faire des choix conscients. Voilà. Je pense qu'on en revient à ça. J'ai comme le goût de dire c'est une belle boucle. Oui, puis juste une petite parenthèse, c'est de se donner droit à l'erreur aussi. Comme dans d'essayer des choses. Tu sais, des fois, on peut l'essayer à certains moments puis se rendre compte que, ah ben non, regarde, tu vois, il se sent pas mieux qu'il se sentait. Ou finalement, ben ça a fait la job, mais peut-être que s'il avait juste joué dans le lavabo, ça aurait été encore mieux. Moi, ça a été un de mes trucs. Tantôt, tu dis on a besoin de s'inspirer. Le lavabo avec de la mousse, là. Là, t'as la passoire sur un côté, des bonhommes, puis de la mousse, là. Puis ça, là, ça se peut aussi qu'un soir, je serais pas capable de gérer ça. Mais oui. Tu sais, moi, des fois, là, le sable magique, là, je peux pas. Non, c'est ça. Mais à ça, oui, là, tu sais, c'est ça, quand on pense à l'environnement, j'ai une salle de jeu où elle peut faire ce qu'elle veut. Je m'en fous, là, qu'il y ait du sang magique partout, ça, c'est vraiment pas grave. C'est mon chum qui fait pencher. Moi, je m'en sers. Non, mais même si c'était moi, tu sais, c'est correct, c'est son endroit. Mais il y a des fois où, justement, là, je vais être capable de reconnaître que là, ce soir, moi, j'ai besoin... Pour ma santé mentale, pour être la maman que je veux être, pour être disponible, j'ai besoin là, d'aller m'enfermer, faire un sous le cul pendant qu'elle va regarder My Little Pony. My Little Pony, My Little Pony. Aïe. Bon. Ben, je pense qu'on va finir ça sur My Little Pony. Mais est-ce capable de mettre une toune? Ça va être ça le thème. Mais parce qu'on a nommé beaucoup de choses, puis je pense que justement, c'est votre objectif, c'était quand même de dédramatiser, de pas se taper sa tête, mais de mieux comprendre, de pas se mettre la tête dans le sable. Fait que là, les gens qui nous ont écoutés aujourd'hui, je pense qu'ils vont mieux comprendre, puis suite à ça, vont être en mesure d'ajuster puis de prendre conscience de la place des écrans dans leur quotidien pour peut-être mieux intervenir, mieux choisir, mieux placer. Ça serait cool. Alors, merci beaucoup. Merci, Anne-Marie. Merci.